Et salutations, ce soir je vais vous présenter l'excellentissime Morg Borg qui a bien mérité ses ennemis. Alors c'est vraiment un livre de toute beauté, petit livre, format comics, mais génialissime. Une petite œuvre d'art de Pell Nilsson, avec le graphique design et art de Johan Nor. Donc on a le Stockholm Cartel, l'Occult Hort, Mastare Games, et bien sûr on a Free League Workshop qui est à la manœuvre. Alors c'est un univers de métalleux, pourrait-on dire, post-apocalyptique, de l'OCR. Donc c'est un univers que je trouve très design forcément. Le livre est un petit bijou. Un petit bijou. Alors l'histoire elle est fort simple et fort sombre. Donc nous avons des basiliques à deux têtes. Qui ont deux basiliques à deux têtes, qui ont en fait prophétisé la fin du monde. Et donc un brave moine, Anuk Scheger, a écrit en fait, selon les prophéties de ces basiliques à deux têtes, les écritures sans nom. Ces écritures en fait révèlent la fin du monde. Donc déjà le monde de Borg est quasiment à l'agonie. Le soleil n'est plus qu'un vague souvenir, le ciel est plombé. Au mieux il est gris, au pire c'est des trombes d'eau. Et en fait il va se dérouler les prophéties qui vont conduire à la fin du monde. Donc un des deux basiliques, alors c'est Verrou, qui a prédit donc l'inexorable annihilation du monde, les a murmurés donc à l'oreille du moine qui a tout écrit. Et donc et comme chaque prophétie s'avère exacte, les écrits sont devenus force de loi et force de foi. Donc une cathédrale a été érigée pour la gloire du basilique à deux têtes. Donc il y a deux basiliques, il y a elle et lui. Elle a infanté lui qui malheureusement est un des seuls rejetons survivants d'elle. Et en fait, donc elle c'est la matriarche, on pourrait dire, des basiliques, donc constituée de deux têtes, Lucy et Arc, et nous avons Il qui est constitué de deux têtes, donc Gore, et le deuxième, Gore et Verrou. Voilà, Verrou qui est celui qui a prophétisé la fin de l'univers. Donc là on a la carte génialissime, simple mais génialissime, vraiment avec on pourrait dire un cara design. Voilà, donc c'est un continent. Voilà, on a Galgenbeck, la capitale, on pourrait dire la plus grande cité du monde connu, avec en son sein la cathédrale des basiliques à deux têtes. On a le Grift qui est en fait une île avec une énorme crevasse inondée, abyssale, qui est franchie par trois ponts gigantesques. Et ici, bon, c'est un endroit qui est encore un peu épargné par l'apocalypse, alors que l'apocalypse est en mébo, est en marche un peu partout. Là, c'est un vaste cimetière dans Sarkash, qui est une forêt enténébrée. Là, on a les alliances avec une reine, Antolia, c'est une zone froide, terrible. Antolia est une reine immortelle qui se nourrit de la chaleur de sa cour, au propre comme au figuré. Là, nous avons la vallée de la mort-vivance infortunée, je traduirais comme ça. C'est là où est en fait Il, dans le basilique à deux têtes, qui se réfugiait dans les tréfonds de cette vallée.
Elle pensait justement que son rejeton était mort, mais non, il est là quelque part. Nous avons Schleswig, moi je ne sais pas si Schleswig, hein, dans le Wasteland. Donc là nous avons un roi totalement autocratique, tyrannique, qui massacre sa population dans ces derniers jours, dans cette fin du monde. Là on a un lac aussi très étrange, Honda. Donc vous voyez l'univers il est sous amphétamine. Donc là le palais du roi ténébreux. Alors ce palais se trouve, c'est une vaste spire de ruines singulières où il y a toute une cour de crève-misère autour d'un roi despotique, le roi ténébreux. Et le château du roi ténébreux se trouve à Gravenstock, dans le Grift, qui est un peu... Là on a quelques pages, voilà, la reine Kergus avec Antelia, dont la reine un peu immortelle, d'une froide beauté. Le Western Kingdom, donc le royaume de l'Ouest, où il y a ce fameux roi tyrannique, oppresseur. La vallée donc de la mort-vivance infortunée, que j'ai traduit comme ça. The Calendar of Neshrubel. Alors là, c'est le calendrier, on pourrait dire le calendrier du dieu de la mort, de la mélancolie, du conflit et de la guerre, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, les joueurs vont déterminer avec le maître de jeu une fin de jeu, une accélération, on pourrait dire, parce qu'il faut qu'ils activent en fait des psaumes. Une fois que tous ces psaumes auront été activés, c'est la fin du monde. C'est le dernier psaume, le 7.7, qui révèle que le monde est détruit. Donc en fonction, bien sûr, du maître de jeu et des joueurs, ils choisissent un dé. Et plus le dé, bien sûr, est petit, et plus les psaumes de fin du monde vont s'activer. C'est sûr que voilà, c'est pour un peu la campagne, ou l'esprit pour animer... pour illustrer en fait que le monde est à l'agonie. Donc c'est sûr que si on choisit un des deux, forcément... Alors ce jet, en fait, ce jet de dés se fait à chaque aube, à chaque début de journée de l'aventure. Donc c'est seulement un des deux, ça va aller vite. Une chance sur deux qu'un psaume se déclenche. Et les psaumes sont lourds, hein. Ils appellent ça des misères, donc des souffrances qui s'abattent sur le monde. Et voilà, c'est au fur et à mesure, l'univers va se déglinguer. Donc pour la création des personnages, tout se fait au dé. Ils y vont même jusqu'à dire « Name your character if you wish, it will not save you ». C'est-à-dire que, bon voilà, c'est pas parce que votre personnage aura un nom que ça va le sauver. Vous pouvez même éviter de lui donner un nom, ça serait presque aussi rapide. Voilà, parce que je peux vous dire, alors tout peut se faire au hasard. Donc ça va même de l'équipement au stats. Voilà, l'armure. Après, on a toujours un peu de pécule au début, donc on peut acheter quelques équipements. Les tests, eh c'est très simple, c'est de l'OCR. Donc en fait, il faut faire plus que... Au D20, on lance un D20, il faut faire plus que le seuil pour réussir un jet. Les créatures, on ne lance pas de dés. En fait, on lance pour elles. Elles n'utilisent pas d'habilité. On lance un D20 contre un seuil de difficulté. Si le dé de la créature bat ce seuil, c'est que en fait, si vous réussissez, c'est que la créature vous rate, et si vous ratez, c'est que la créature vous touche. Voilà, c'est très simple, hein. Voilà. Il faut juste lancer un D20, voilà, pour les créatures contre le DR. Donc par exemple, trouver le piège à ours DR 14. Voilà, si vous faites plus de 14 ou plus, et bien voilà, vous avez trouvé le piège à ours. Autrement, vous le mangez. Voilà. Résister au poison rouge, DR12. Donc vous laissez un D20. Voilà. Donc c'est pareil, un monstre vous attaque. Vous avez une défense de 12. Voilà. Vous faites plus que le DR. Ça veut dire que le monstre ne vous touche pas. Là, c'est expliqué dans le jet de défense. Si vous ratez, alors ça veut dire que l'ennemi vous touche. Les ennemis attaquent une fois par round, à part si, bien sûr, c'est noté autrement sur leur fiche de monstre. Voilà, la mêlée, c'est en fait un test de force. Donc, vous lancez un D20, vous rajoutez votre force.
qui peut aller de +3 à -3. Et si vous faites 12 ou plus, vous touchez. Bon, après, bien sûr, les monstres vont impliquer d'autres subtilités. L'initiative, c'est trop simple. De 1 à 3, vous lancez un des 6. De 1 à 3, les ennemis attaquent en premier. 4 à 6, c'est les joueurs qui attaquent en premier. Vous voyez, je trouve que c'est très simple et très efficace. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un crit, donc un 20 naturel? Qu'est-ce qui se passe quand on fait un fumble? Les armures, c'est très simple. Les armures, c'est de l'encaisse qui se retire. En fait, c'est des dés qu'on enlève au dommage. Donc, on a le résultat du dé qu'on enlève au dommage. Donc, si on a une armure lourde, on a moins 6 dégâts, moins 1 des 6 dégâts. Donc si on s'était penché 4 dégâts et qu'on fait 4 sur le D4, c'est qu'il n'y a plus de dégâts absorbés, donc on prend, tous les dégâts sont absorbés, on prend 0 dégâts. Par contre, le problème de l'armure, c'est que l'armure fait un DR de +4 sur l'agilité et les tests, et la défense a DR +2. Donc forcément, on avait une défense à 12, on passe à une défense à 14. Donc il va être plus difficile, bien sûr, d'esquiver, mais en même temps on a un des 6 points de réduction de dommages potentiels. Voilà, et là on a vu quasiment toutes les règles. Donc on a une petite règle pour l'équipe, pour le transport. Bon, en fait on a techniquement force +8 place pour des objets sans avoir des malus. Les points de vie, voilà, ils sont calculés par la toughness, donc qui va de +3 à -3, plus un des 8 après. Alors ça c'est pour les personnages lambda qui n'ont pas de classe attitrée. Voilà, 0 HP, si on tombe à 0, on lance une table pour voir ce qui se passe, et si on est en négatif, HP, c'est-à-dire si on a -1 en point de vie, ben c'est fini, -1 ou plus, c'est fini, c'est mort, paf, allez hop, c'est réglé. On peut mourir très vite à ce jeu. On a un petit repos qui permet de récupérer des HP, alors c'est même pas fixe, on lance un D4 pour récupérer un peu d'HP, ou un D6 quand on a une nuit de sommeil. Là, on peut calculer la réaction des monstres qui ne sont pas forcément toujours hostiles, surtout les monstres aléatoires. Et ensuite, on a le moral, c'est pas mal. Le moral, en fait, quand le monstre a perdu la moitié de ses points de vie, ou l'équipe de créatures ennemies s'est fait, la moitié s'est fait éliminer, et quand s'il y avait un chef dans cette équipe et qu'il est tué, il faut tester le moral. Et là, des fois, les monstres peuvent fuir. Voilà. Ou se rendre. Donc là, on a une petite règle pour la progression des personnages. Très simple. Là, on a les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de magie. La magie ne se concentre qu'à travers des parchemins de magie. Donc, il faut savoir lire. Et ensuite, on a les parchemins malsains et les parchemins sacrés. On les tire au hasard et c'est les pouvoirs. Alors, si on fait des fumbles, on a des catastrophes arcaniques qui peuvent se déclencher. Et on peut recourir au parchemin autant de fois de présence plus un des 4 tous les jours, de fois de recourir au pouvoir. Voilà, alors vous voyez le magnifique garde-page. Stylé en plus, avec écriture et tout. Ouais, le bouquin est vraiment somptueux. Donc ensuite on a les omens, c'est comme des genres de points de destin un peu améliorés qui nous permettent soit de relancer, soit de maxer, de faire un maximum de dommages, soit de baisser aussi les dommages que vous allez subir, soit de neutraliser un critique ou un fumble, ou soit de rendre un test beaucoup plus facile et de lui mettre un DR de -4. Donc forcément, le test. Bon, après, il y a plein de petits trucs pour typer les personnages, au niveau des caractères et au niveau physiologique. Des petites histoires troubles aussi pour les personnages ou pour l'équipe. Là, on a bien ce que je vous expliquais, les fumbles des sorts qui sont terribles. Souvent, le personnage il va très mal le vivre de rater un sort. Et ensuite, nous passons aux carrières, disons, aux classes optionnelles. Donc, elles vont avoir, tout est expliqué, elles vont avoir des pouvoirs, bien sûr, mais elles vont avoir des handicaps, comme le premier, le Fangate Deserter. Le déserteur aux dents longues, moi je l'ai traduit comme ça, le déserteur aux dents longues, c'est un gros combattant, dont lui il fait pas de magie. Il sait pas lire, il est illettré, il sait pas maîtriser la magie. Donc voilà, là on a plusieurs classes optionnelles qui sont très sympathiques. Donc là on a un genre de gamin en roublard. Là on a un genre de sorcier. Un sorcier, là on a un misérable noble
qui a perdu toute sa fortune, toute sa gloire, comme un peu un genre de Don Quichotte, un prêtre hérétique, donc qui fait la magie, un occulte herb master. Donc lui, en fait, il a la capacité de fabriquer des potions tous les jours. C'est tiré au hasard. Et après, il y a un petit bestiaire. Bon, bien sûr, avec des illustrations complètement azimutées. Voilà, donc quelques monstres qui sont redoutables. Redoutables. Là, on peut avoir des mercenaires, comme des genres de mercenaires, des outcasts, qui peuvent éventuellement aider les personnages. Mais voilà, ils ont aussi leur propre but et leurs propres aspirations. Donc voilà, magnifique encore. Et là, nous avons le fin de l'ouvrage est en fait une aventure. Donc je ne vais pas trop vous la montrer pour pas spoil. Mais elle est vraiment azimutée, mortelle. C'est un dungeon crawl of death, pourrait te dire. Alors, pour échapper pour ne pas échapper à la mort, il faut y aller. Il faut vraiment avoir. Mais on peut. Je l'ai fait, mais voilà, il faut se dire bon, alors en dehors du donjon, il y a d'autres personnages qui attendent, prêts à rentrer. Parce que c'est mortel. Voilà, je ne vous montre pas tout à fait. Et on finit sur un résumé des règles. Voilà, toutes les règles sont là, sont très bien résumées. Voilà. Et un petit index. Donc voilà, Borg. Vraiment un météore artistique, un objet holistique qu'il faudrait et qu'il faut avoir dans toute bibliothèque holistique. Je pense qu'il ne sera jamais traduit. J'y crois pas. Mais bon, qui sait. Mais voilà, c'est un objet, c'est un livre magnifique. Voilà, c'est un objet d'art et en même temps un livre de jeu de rôle qui propose un univers complètement déjanté. Voilà, en référence bien sûr à la musique métal. Voilà, allez, à plus, ciao.